Wanted, Year 1. Pilote, première partie. Ce qu'il restait de la vieille demeure était sombre et lugubre. Des souffles d'air s'immisçaient entre les briques abîmées des façades. Les fenêtres étaient obstruées par des planches en bois, et la toiture ne se limitait plus par endroits qu'à une ou deux poutres rongées par la pluie, le vent et les années, et quelques tuiles qui tentaient d'y résister. Au rez-de-chaussée, au milieu du hall traversé par les courants d'un air glacial, un homme était assis dans un fauteuil curieusement épargné par le temps. Les jambes croisées, les mains jointes, il se tenait dans l'obscurité face à la porte de sa maison. Il se tenait face aux ténèbres, face à son passé et son futur. Enfin, il se tenait face à son destin. Pourtant, si le ciel n'avait pas été si sombre cette nuit-là, on aurait pu lire entre les rides de son visage la quiétude des sages, cette sérénité que seuls les hommes ayant vécu connaissent. Mais la nuit était noire. Aussi noire que le néant, dit une voix au loin, s'élevant dans le ciel. Le néant, c'est le néant, ça n'a pas de couleur, rétorqua une autre. Ben, le noir, c'est pas vraiment une couleur, renchérit une troisième. Il y eut un bref silence, puis des rires vinrent se mêler aux voix portées par les vents. Les sons provenaient d'une maison dont quelques minces traits de lumière éclairaient la nuit. Des murs qui avaient résisté à la guerre des affiliés et accueillaient, depuis, les voyageurs à la recherche d'un feu pour se réchauffer la couenne et d'alcool pour se réchauffer le cœur. Soudain, la porte s'ouvrit, révélant dans l'embrasure une silhouette sombre et élancée. Lorsqu'elle s'avança dans la lumière, un silence de mort s'installa dans la petite taverne. Entièrement vêtu de cuir, l'homme portait une veste noire usée, lui descendant jusqu'au-dessus des genoux, et ouverte sur une sorte de plastron en kevlar bordeaux. Un pantalon serré avec des protections au niveau des articulations, et des bottes, également renforcées. Mais c'est surtout l'accessoire longeant le long de sa cuisse qui capta l'attention des clients. Il faut préciser que depuis la fin de la guerre, les armes à feu avaient presque disparu de la surface de la Terre. Alors un fusil à pompe, canon scié, accroché à la ceinture d'un voyageur, relevait davantage de la légende. Des légendes, souvent pugnaces en ces temps sombres. Ainsi, des contrebandiers racontaient, à qui voulait bien les entendre, les aventures de Torrent le Solitaire, qui avait parti lié avec un tracker, armé d'un canon scié. Des marchands colportaient la légende de l'homme aux deux fusils et aux yeux de glace, capable de dégainer et abattre plusieurs cibles en un seul battement de cils. Et des enfants jouaient aux pistoleros qui, d'un simple regard, repoussaient les monstres sévissant au-delà des murs. Personne, cependant, ne s'était vanté jusqu'alors avoir eu directement affaire aux pistoleros. D'ailleurs, lorsqu'il s'agissait de décrire la légende, l'homme était tantôt un géant, tantôt trapu, tantôt brun, tantôt blond, parfois jeune, parfois vieux. Et pour certains, il s'agissait même d'une femme. L'étranger qui venait de franchir la porte devait avoir la trentaine révolue. Sa peau était tannée par le soleil et son regard clair perçait à travers les mèches blondes qui couvraient en partie les traits fins de son visage. Et quel regard! Les flammes de l'âtre avaient beau danser devant ses yeux, ceux-ci étaient vides et froids comme la mort. Lorsqu'il s'avança dans l'entrée, une jeune femme à la plastique parfaite apparut dans son sillage, harnachée des pieds à la tête, les mains accrochées aux poignets des deux sabres vissés en bandoulière dans son dos. Si quelques personnes dans l'assemblée étaient restées fixées sur le fusil du voyageur, d'autres ne pouvaient défaire leur regard de la femme, de ses longs cheveux auburn roulant en cascade sur sa poitrine et de ses magnifiques yeux verts qui semblaient presque irréels, tant ils étaient vifs et éclatants. Après un bref coup d'œil à la salle, le duo se dirigea vers le bar improvisé et les discussions reprirent bon train parmi les clients, même si certains, encore éblouis par tant de beauté, ne pouvaient se résigner à quitter la belle brune des yeux. Et tandis que chacun se fendait de son petit commentaire, un homme installé seul à l'écart se fondit dans l'ombre, surveillant la scène de loin. L'étrangère tapota l'épaule du tenancier, qui leur tournait le dos. Lorsqu'il leur fit face, le barman afficha un visage émacié aux traits tirés. Il portait un bouc mal taillé, une moustache courte et épaisse. Ses cheveux bruns descendaient dans son cou et, malgré leur noirceur,
Ses yeux rapprochés reflétaient une grande lucidité. Ce sera quoi pour ces voyageurs? Un renseignement. Ce gars, tu connais? Demanda la femme alors que son compagnon avait glissé sur le comptoir un vieux document sur lequel était dessiné le portrait d'un homme, au visage marqué par le temps, précédé en lettres capitales de la mention « Wanted ». Connais pas, répondit rapidement le tenancier après un bref coup d'œil à la photo. Tu devrais mieux regarder, conseilla la femme. Le gérant la jaugea d'un regard vif et s'exécuta à contre-cœur. Je connais pas, répéta-t-il, découpant lentement chacun de ses mots. Alors, je vous sers quoi? L'homme assis au comptoir fit glisser son canon scié hors de son étui et le posa délicatement au-dessus de l'avis de recherche, transperçant le gérant de son regard glacial. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai dit que je le connaissais pas. Je veux pas de problème, ok? Tu crois qu'on est là par hasard? Demanda l'homme au fusil. On sait que tu le connais. Et on sait aussi qu'il vit dans ce bastion, renchérit la femme. L'homme, la main toujours posée sur son arme, laissa passer un bref moment en tapotant la crosse du fusil. Tu n'as qu'à nous dire où on peut le trouver et on partira sans te créer de problème, conclut-il, levant vers le tenancier un regard sombre et menaçant. Le gérant réfléchit quelques secondes, sans quitter des yeux le canon scié, posé devant lui. Puis il finit par capituler, livrant aux étrangers les informations qu'ils voulaient entendre. « C'est bon, je vous ai dit ce que vous vouliez. Vous partez maintenant », avait-il lancé, imprégnant dans sa voix autant de fermeté que possible compte tenu de la situation. « Attends, ça se fait pas. On va pas partir sans avoir goûté à ta marchandise, railla la jeune femme. « Sers-nous ton meilleur torboyau », ajouta-t-elle, adressant au barman un petit clin d'œil sous le regard de son complice, pour la première fois presque amusé. Le gérant servit 2 bourbons à ses nouveaux clients, et alors qu'il était retourné à ses occupations, jetant régulièrement un œil derrière son épaule, un garçon, assis dans l'angle du comptoir, glissa au-dessus des sièges qui le séparaient des étrangers. « Un petit jeu, ça vous dit? Allez, choisis une de ces cartes. » Proposa-t-il, disposant sur le bar, d'un geste vif et sans attendre de réponse, les 4 as du paquet qu'il tenait dans la main. La jeune femme lança un regard interrogatif à son partenaire qui haussa les épaules, un sourire discret au coin des lèvres. « Celle-là, dit-elle, désignant un as rouge. « Attends, je ne dois pas la connaître. Je vais d'abord les mélanger. » Il joignit le geste à la parole. « Et les tendre devant moi, comme ça, face cachée pour que je ne puisse pas les voir. Maintenant, tu peux prendre une carte, celle que tu veux, et surtout ne me la montre pas. » Un doigt posé sur ses lèvres, la jeune femme hésita une seconde puis tira l'un des 4 as de la main du garçon. « Très bien, tu peux la remettre dans le paquet, toujours face cachée. » Elle s'exécuta et le garçon mélangea le jeu, coupant plusieurs fois le paquet avec une adresse et une vivacité remarquables. « Voilà, maintenant je te parie 10 tickets que je retrouve ta carte. » Ah, ok, voilà donc l'arnaque. Le gérant, interpellé par la remarque, réprimanda l'adolescent. « Ça suffit, Jimmy. Je t'ai déjà dit d'arrêter d'importuner les clients. Va plutôt aider ta tante à la remise. »« J'embête personne, » se renfrogna le jeune homme. Puis, se voulant convaincant, ajouta discrètement à l'attention de la jeune femme « Il n'y a pas d'arnaque. Avant, on appelait ça un tour de magie. »« Ah, si c'est de la magie, alors… » « Alors, tu acceptes le pari ?» demanda-t-il, de nouveau gagné par l'excitation. « Ok, montre-moi. » L'adolescent étala le paquet en éventail sous les yeux de la jeune femme, visiblement amusé, et après avoir passé en revue les premières cartes, en extirpa l'as de cœur. « La voilà !»« Bravo, je suis impressionnée, fit-elle après un moment de flottement. Comment savais-tu que je choisirais de nouveaux l'as de cœur? Je ne le savais pas. J'aurais retrouvé ta carte de toute façon. C'est mon père qui m'a appris ce tour. Mais un magicien ne dévoile jamais ses secrets. » Ton père est très fort. Voilà tes 10 tickets. Ils sont mérités, dit la femme avant d'imiter son partenaire. « Vous êtes des traqueurs, pas vrai ?» trancha le garçon. Qu'est-ce qui te fait dire ça? D'un coup de menton, il désigna l'arme accrochée à la taille de l'homme. « Il y a peu de gens qui ont des armes de l'ancien temps. Vous êtes vraiment le pistolero ?» L'homme qui avait stoppé net ne répondit pas. « Tu crois vraiment à ces vieilles légendes ?» demanda la femme. « Nous ne sommes que de simples voyageurs. »« Moi aussi j'ai une arme de l'avant. »« Ah bon ?» fit-elle, un étonnement non fin dans le ton de la voix. « Oui, je suis même un fin tireur. Je pourrais vous aider. » Même si tu avais raison, que nous étions des traqueurs, tu ne serais pas un peu jeune pour devenir l'un des nôtres? J'ai presque 17 ans. J'aurai bientôt l'âge du choix. À ces mots, l'homme fit volte-face et fixa un instant l'adolescent de ses yeux froids,
avant de s'adresser à lui, l'index pointé dans sa direction. « Tu as peut-être atteint l'âge du choix, petit, mais as-tu vraiment décidé de la vie que tu souhaites? Tu es certain de vouloir une vie sans lendemain? Une vie de solitude à traquer les pires rebuts de la fange, sans attache, ni personne sur qui te reposer? Tu es sûr de vouloir vivre sans savoir si tu coucheras le soir sur un matelas, sous un pont ou dans une carcasse de voiture, espérant ne pas être réveillé aux premières lueurs du jour par une horde d'infectés affamés, mourant d'envie de te déchiqueter? C'est vraiment cette vie-là que tu souhaites? Penses-tu seulement pouvoir l'endurer? Es-tu même certain de la mériter? Réfléchis bien à tes choix, petit. Réfléchis bien, conclut l'homme, le visage sévère, le doigt toujours pointé sur le garçon. Puis il jeta une pièce en argent sur le comptoir et s'en alla, laissant derrière lui sa partenaire et un adolescent à la mine défaite, visiblement plongé dans une profonde perplexité. T'inquiète pas, gamin, ton destin n'est pas scellé. Et si plusieurs chemins sont écrits, ce sera toujours à toi de tracer ta voie, le réconforta l'étrangère avant de rejoindre son compagnon à l'extérieur du bar. Tu crois pas que t'y es allé un peu fort avec le gamin? L'homme ne dit mot. Il attacha la lanière de son col afin de protéger son visage des bourrasques et il s'engouffra dans la rue. À l'intérieur de l'établissement, des yeux, qui n'avaient pas quitté les étrangers depuis leur entrée dans la taverne, s'écartèrent des lamelles de bois obstruant la fenêtre. L'ombre repassa la capuche de son blouson, patienta encore un moment et s'exposa à la lumière de l'âtre, gagnant à son tour la ruelle jouxtant la taverne. « Qui c'était » demanda une femme en refermant derrière elle une porte qui donnait sur le bar. Personne. Juste des voyageurs. Comprenant qu'elle n'obtiendrait pas plus de précision, elle lança le gérant sur un sujet qui la préoccupait davantage. « On n'a presque plus de marchandises en réserve, Nick. » Je sais, j'irai en acheter demain. « Et avec quel argent ?» J'avais réglé un acompte. Il refuse de me livrer tant que j'aurai pas payé le reste. « Nick, tu m'avais dit t'en être occupé. » Je sais. J'irai voir le receleur demain. « Le receleur ? Mais que lui donneras-tu en échange ?» Je me débrouillerai. Remarquant le regard accusateur de son épouse, le gérant reprit sur la défensive. « Écoute, je suis désolé si les clients ne se bousculent pas à notre porte. Désolé que l'argent ne pousse pas sous notre matelas. Mais je fais ce que je peux. » Tu aurais pu travailler pour Garrett. Il t'avait proposé un bon salaire. Garrett veut me reprendre sous sa coupe. C'est tout ce qu'il veut. Tu crois peut-être qu'il fait ça par charité ? Lança Nick d'un ton plus dur qu'il ne l'aurait voulu. L'adolescent qui avait suivi les étrangers du regard alors qu'ils quittèrent le bar, les yeux désormais rivés à une porte close, le cœur serré, ne pouvait pas moins échapper à la scène qui se jouait à quelques pas de lui, qu'aux décisions qu'il lui faudrait bientôt prendre. Un feu ardent brûlait en lui, un feu qui le consumait depuis trop longtemps déjà, un feu qu'il ne pouvait plus contenir. « Qu'est-ce que tu fais ? Où tu vas comme ça ?» demanda sèchement le gérant. Mais le jeune homme avait déjà enfilé son poncho, et il passa devant l'homme, lui jetant un regard noir. « C'est le couvre-feu, je te préviens. Si tu franchis cette porte, ce n'est pas la peine de revenir. » Alors que les étrangers avaient à peine fait une trentaine de mètres dans le froid de la nuit, quelqu'un fit irruption derrière eux, dans la rue. Un jeune homme enveloppé d'un poncho volant au gré du vent, le visage à moitié masqué par un accessoire peu commun. « Vous recherchez le vieux Kane ?»« Je sais où il se trouve » lança-t-il, sa voix déformée par le respirateur. Fin de la première partie du pilote. Retrouvez-nous très vite sur la chaîne pour la seconde partie.